Ce jour-là, quand mes mains tremblantes ont touché le portail de ma propre maison, j'ai senti que quelque chose avait changé pour toujours. Les bandages sous mon manteau me brûlaient encore. Je revenais de l'hôpital. Seule. Je m'appelle Amélie. J'ai 82 ans. Et voici l'histoire que j'aurais préféré ne jamais vivre. Tout a basculé en quelques minutes. J'étais debout devant la porte, ma petite valise à la main, celle que j'avais emportée pour l'opération. Mes doigts cherchaient mes clés dans mon sac, quand la porte s'est ouverte brusquement. C'était Camille, ma belle-fille. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle a attrapé ma valise et l'a jetée sur le trottoir, devant moi, comme on jette un sac poubelle. Cette maison n'est pas un hospice, Amélie, et je ne suis pas une infirmière. Sa voix était froide, métallique. Je n'ai rien dit. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Mes jambes tremblaient. Les points de suture sous mon chemisier me tiraient. J'ai regardé ma valise ouverte sur le trottoir, mes affaires éparpillées, ma chemise de nuit blanche, celle que ma mère m'avait offerte il y a 50 ans, traînait dans la poussière. Je ne savais plus où aller. Je ne savais plus qui j'étais. Mais quelques minutes plus tard, une voiture s'est garée devant la maison. Bastien, mon fils. Il est sorti rapidement, le visage grave. Il a vu la valise. Il m'a vu, debout, pâle, les mains serrées contre mon ventre. Et ce qu'il a dit ensuite, ce qu'il a dit à Camille, je ne l'oublierai jamais. Parfois, on pense qu'on est seul, qu'on a tout perdu. Et puis quelqu'un se lève, quelqu'un dit la vérité. Et vous, avez-vous déjà été humilié par quelqu'un de votre propre famille? Racontez-moi dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Cette maison a été construite par mon mari, Henri. C'était en 1968. Bastien avait 3 ans. Henri dessinait les plans le soir, après le travail, sur la grande table de notre ancien appartement. Il voulait que j'aie un jardin. Il voulait que Bastien grandisse, entouré de lumière. Je me souviens du premier matin dans cette maison. L'odeur de peinture fraîche, les fenêtres ouvertes sur le cerisier que nous venions de planter. Henri m'avait prise dans ses bras et m'avait dit « Amélie, cette maison sera la tienne. Toujours, toujours. » Pendant 40 ans, j'ai ciré ce parquet. J'ai arrosé ce jardin. J'ai cuisiné dans cette cuisine, pour mon mari, pour mon fils, pour les amis qui venaient le dimanche. Cette maison sentait la tarte aux pommes et le café. Elle sentait la vie. Quand Henri est mort, il y a 10 ans, j'ai cru que je ne pourrais plus respirer entre ces murs. Mais Bastien est venu. Il m'a serré contre lui et m'a dit « Maman, tu ne seras jamais seule. » 2 ans plus tard, il a rencontré Camille. Au début, elle souriait beaucoup. Elle m'appelait « Belle maman » avec une voix douce. Elle m'apportait des fleurs. Je me disais « Mon fils a trouvé une femme bien. » Ils se sont mariés. Ils ont emménagé ici, avec moi. Camille disait que c'était provisoire, le temps de trouver leur propre maison. Bastien travaillait énormément. Il voulait leur offrir une belle vie. Mais les mois sont passés. Les années sont passées. Et peu à peu, quelque chose a changé dans le regard de Camille. Elle ne m'appelait plus « belle maman ». Elle rangeait mes affaires sans me demander. Elle changeait les rideaux que j'avais cousus. Elle disait « Cette maison a besoin de modernité, Amélie. » Un jour, j'ai cherché ma chemise de nuit blanche, celle que ma mère m'avait offerte. Je l'avais toujours gardée précieusement, pliée dans mon armoire. Je ne la trouvais plus. Camille m'a dit qu'elle l'avait jetée. C'était vieux, Amélie. Jauni. Ça ne servait plus à rien. J'ai pleuré ce soir-là. Pas pour la chemise, pour ce qu'elle représentait. Ma mère, mon passé, ma place dans cette maison. Bastien ne voyait rien. Il travaillait, il rentrait tard, il était fatigué. Quand je tentais de lui parler, Camille répondait à ma place avec un sourire. « Amélie exagère, mon chéri. Elle oublie beaucoup de choses, tu sais. » Et Bastien la croyait. Alors j'ai commencé à me taire, à disparaître, à devenir invisible dans ma propre maison, jusqu'à ce jour où je suis tombée malade, où j'ai dû aller à l'hôpital, et où je suis revenue, tremblante, pour découvrir que je n'avais plus ma place nulle part. Il y a des choses qu'on ne voit pas tout de suite, des petites cruautés qui s'installent comme la poussière. On les essuie, on les oublie, on se dit que c'est passager. Mais un jour, on se rend compte qu'on étouffe. Camille ne m'a jamais frappée. Elle ne criait pas. C'était plus subtil, plus profond. Ça a commencé par les repas. Avant, je cuisinais tous les soirs. C'était ma joie. Mon pot-au-feu, mon coq au vin, ma tarte tatin. Bastien adorait retrouver les plats de son enfance. Il embrassait mes joues et disait « Personne ne cuisine comme toi, maman. » Un soir,
Camille est entrée dans la cuisine pendant que je préparais le dîner. Elle a regardé mes casseroles avec un petit sourire. « Amélie, vous savez que Bastien fait attention à son cholestérol maintenant? Tous ces plats lourds, ce n'est plus de son âge. » J'ai baissé le feu. J'ai dit « Je peux faire plus léger, si tu veux. » Elle a posé sa main sur mon épaule, doucement. « Ne vous fatiguez pas. Je vais commander quelque chose de sain. Allez vous reposer. » Le lendemain, c'est elle qui a cuisiné. Des salades, des légumes vapeur. Bastien a mangé sans rien dire. Il m'a regardé une fois comme pour s'excuser, mais il n'a rien dit. Petit à petit, je ne cuisinais plus. Ma cuisine sentait de moins en moins la cannelle et le beurre. Elle sentait le vide. Puis il y a eu le salon. Un samedi matin, je suis descendue prendre mon café. Tous mes cadres photos avaient disparu. Ceux de mon mariage, ceux de Bastien enfant. La photo d'Henri en noir et blanc, celle que j'avais encadrée moi-même. Camille, où sont mes photos? Elle était en train de passer l'aspirateur. Elle a éteint l'appareil et ma souris. Je les ai rangées dans votre chambre, Amélie. Le salon était trop chargé. Ça faisait vieillot. On a besoin d'espace, de modernité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je ne comprenais pas. Mais j'ai dit oui, parce que c'était plus simple, parce que je ne voulais pas de conflit. Je suis montée dans ma chambre. Les cadres étaient empilés dans un carton, au fond du placard, comme des objets qu'on oublie, comme des vies qu'on efface. J'ai pleuré ce jour-là, longtemps, en silence. Les semaines ont passé. Camille redécorait. Elle changeait les meubles, elle jetait des choses sans me demander. Un jour, j'ai cherché le vieux fauteuil d'Henri, celui où il lisait le journal tous les dimanches. Il n'était plus là. Il prenait trop de place, Amélie. Et franchement, il sentait le renfermer. Bastien était là. Il a levé les yeux de son téléphone. Maman, c'est vrai qu'il était un peu abîmé. Camille a raison. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas le fauteuil. Moi. Mon fils ne me défendait plus. Puis un matin, Camille m'a dit qu'elle avait invité des amis à dîner. Elle m'a demandé de rester dans ma chambre. Vous comprenez, Amélie? C'est un dîner entre jeunes. Vous seriez mal à l'aise. Et puis, vous êtes fatiguée. Reposez-vous. Je suis restée dans ma chambre. J'ai entendu les rires, les verres qui tintaient, la musique. J'ai entendu Camille raconter une blague et tout le monde éclatait de rire. J'étais dans ma propre maison, mais j'étais prisonnière. Le pire, c'était les regards. Quand je descendais le matin, Camille ne me disait plus bonjour. Elle continuait sa conversation au téléphone, comme si je n'existais pas. Bastien buvait son café en regardant son ordinateur. Personne ne levait les yeux. J'étais devenue un fantôme. Un jour, j'ai essayé d'en parler à Bastien. C'était un dimanche. Il tondait la pelouse. Je suis sortie avec 2 verres de citronnade, comme je faisais quand il était petit. « Bastien, je peux te parler ?» Il a arrêté la tondeuse. Il avait l'air fatigué. « Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai cherché mes mots. Je me sens un peu... » Camille est sortie sur la terrasse. Elle portait une robe d'été. Elle a souri. « Bastien, chéri, tu as vu l'heure? On doit partir dans 20 minutes. » Il a regardé sa montre. « Déjà ?» Il s'est tourné vers moi. « On en parle ce soir, maman, d'accord ?» Ils sont partis. Ils ne sont rentrés que très tard. Bastien est monté directement se coucher. On n'en a jamais reparlé. J'ai compris ce jour-là que je ne pouvais plus compter sur mon fils. Camille avait pris toute la place. Elle avait pris ma maison. Elle avait pris mon fils. Elle avait pris ma voix. Et moi, j'avais laissé faire. Par peur, par fatigue, par amour pour Bastien. Mais la vie, vous savez, elle a une mémoire. Elle garde tout. Les silences, les humiliations, les larmes avalées. Et un jour, elle présente la facture. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir qui m'entend. Il y a un moment dans la vie où on sait qu'on nous ment, on sait qu'on nous trahit, mais on fait semblant de ne pas savoir, parce que savoir, c'est devoir agir, et agir, c'est perdre ce qu'il nous reste. Moi, j'ai su pendant des mois, mais je fermais les yeux. Tout a vraiment commencé 3 mois avant mon hospitalisation. Un mercredi après-midi, il pleuvait. Je me souviens parce que j'aimais le bruit de la pluie sur les vitres. Ça me calmait. J'étais dans ma chambre, en train de replier du linge. La porte était entr'ouverte. En bas, Camille parlait au téléphone. Sa voix portait dans l'escalier. « Non, écoute, je ne peux plus. » Elle est toujours là. Toujours. Je ne peux plus respirer dans cette maison. Oui, je sais que c'est sa maison.
Mais franchement, à son âge, elle devrait comprendre qu'il est temps de partir. Mon cœur s'est arrêté. J'ai posé le linge. Mes mains tremblaient. Elle a continué. Bastien ne dira rien. Il est trop gentil, trop faible avec elle. Mais moi, je ne vais pas passer ma vie à jouer les infirmières. J'ai 39 ans. J'ai le droit de vivre ma vie, non? Un silence, puis un rire léger, comme si elle parlait de quelque chose d'anodin. Oh, ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Elle finira bien par comprendre le message. J'ai fermé la porte doucement. Je me suis assise sur mon lit. J'avais froid, j'avais mal, pas dans mon corps, plus profond, dans cette partie de soi qu'on ne peut pas soigner. Ce soir-là, au dîner, elle m'a souri. « Amélie, vous allez bien? Vous êtes pâle ?» J'ai dit oui, j'ai menti. Les jours suivants, j'ai commencé à observer, à écouter, à voir ce que je refusais de voir depuis si longtemps. Camille recevait beaucoup de coups de fil. Elle sortait toujours de la pièce quand je passais. Elle baissait la voix. Elle riait. Elle disait « Attends, je te rappelle, elle est là. » Elle, moi, j'étais devenue elle, même dans ma propre maison. Un matin, j'ai trouvé des brochures sur la table de la cuisine. Des brochures de maisons de retraite, de résidences médicalisées, des endroits pour personnes âgées dépendantes. Mon sang s'est glacé. J'ai pris une brochure. Les Jardins du Soleil, résidence senior de prestige, prise en charge complète, chambres individuelles, activités quotidiennes. Il y avait des notes au crayon dans la marge, des chiffres, des tarifs, des annotations, proches de la ville. Visite possible le 15. Camille est entrée dans la cuisine. Elle a vu la brochure dans mes mains. Elle ne s'est pas troublée. Au contraire, elle a souri. « Ah, vous avez trouvé ça. Je voulais justement vous en parler, Amélie. » Elle s'est assise en face de moi. Elle a posé ses mains sur la table. Des mains manucurées, douces, des mains qui n'avaient jamais connu le travail. « Vous savez, Amélie, vous n'êtes plus toute jeune. Et avec votre santé qui décline, Bastien et moi, on s'inquiète pour vous. On pense qu'il serait peut-être temps que vous soyez dans un endroit où on s'occupe vraiment de vous. Vous comprenez ? » J'ai serré la brochure dans ma main. « Je vais bien, Camille. Je n'ai besoin de personne. » Elle a soupiré, comme si j'étais une enfant têtue. « Amélie, soyez réaliste. Vous avez 82 ans. Vous avez des vertiges. Vous oubliez des choses. L'autre jour, vous avez laissé le gaz allumé. Vous vous rendez compte du danger ? Je ne me souvenais pas d'avoir laissé le gaz allumé. Mais elle l'affirmait avec une telle assurance. Peut-être que c'était vrai. Peut-être que je perdais la tête. Et puis, franchement, vous ne seriez pas mieux entouré de gens de votre âge ? Ici, vous êtes seul toute la journée. Là-bas, vous auriez des amis, des activités, une vraie vie sociale. Elle parlait comme si elle me faisait une faveur. J'ai reposé la brochure. Cette maison est la mienne, Camille. Henri l'a construite pour moi. Son sourire s'est figé. Juste une seconde. Puis il est revenu. Plus froid. Bien sûr, Amélie. C'est votre maison. Personne ne dit le contraire. Mais réfléchissez-y, d'accord ? Pour votre bien. Elle est sortie. J'ai entendu ses talons claquer sur le parquet. Ce parquet que j'avais ciré pendant 40 ans. Le soir, j'ai voulu parler à Bastien. Il était dans le salon, devant la télévision. Je me suis assise à côté de lui. Bastien, Camille m'a montré des brochures de maisons de retraite. Il n'a pas bougé. Il regardait l'écran. Oui, maman, on en a parlé. On, pas, elle, on. Tu veux que je parte ? Il a enfin tourné la tête vers moi. Il avait l'air embarrassé, fatigué. Maman, ce n'est pas une question de vouloir. C'est une question de sécurité. Tu n'es plus en état de vivre seul. Si tu tombes, si tu as un malaise, on ne sera pas toujours là. Mais je ne suis pas seule, je suis avec vous. Il a soupiré. Maman, Camille et moi, on travaille. On a une vie. On ne peut pas... Il n'a pas fini sa phrase. Il n'avait pas besoin. Je me suis levée. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis allongée sur mon lit, tout habillée, et j'ai regardé le plafond. Cette maison où j'avais élevé mon fils, où j'avais aimé mon mari, où j'avais ri, pleuré, vécu. On voulait me l'enlever. Les jours suivants, j'ai remarqué d'autres choses. Camille vidait les placards. Elle jetait mes affaires. Elle disait qu'elle faisait du tri. Mais je voyais bien. Elle effaçait mes traces. Elle préparait mon départ. Un soir, je l'ai entendue parler au téléphone dans le jardin. J'étais à la fenêtre de ma chambre. Elle marchait entre les rosiers, le téléphone contre l'oreille. Oui, je pense qu'on aura la maison pour nous d'ici 2 mois. Maximum 3.
Non, elle ne dira rien. Elle n'a nulle part où aller. Bastien est d'accord. Il ne le dit pas ouvertement, mais il est soulagé. Ma gorge s'est serrée. J'ai fermé les rideaux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à Henri. J'ai pensé à tout ce que nous avions construit ensemble. J'ai pensé à Bastien, petit garçon, qui me serrait dans ses bras et me disait « Maman, quand je serai grand, je te protégerai toujours. » Où était cet enfant? Où était mon fils? Puis, un matin, je me suis réveillée avec une douleur atroce dans le ventre. J'ai essayé de me lever. Je n'y arrivais pas. J'ai appelé. Bastien? Camille? Personne n'est venu. J'ai rampé jusqu'à la porte. J'ai ouvert. J'ai crié plus fort. « À l'aide! S'il vous plaît !» Camille est montée, lentement. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Elle m'a regardée. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a glacée. De l'indifférence. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, Amélie? J'ai très mal. Je crois que... Elle a soupiré. Bon, je vais appeler une ambulance. Mais franchement, à votre âge, il faut s'attendre à ce genre de choses. Elle est redescendue. J'ai entendu sa voix au téléphone. Calme, détachée. Les ambulanciers sont venus. Ils m'ont emmenée. Bastien n'était pas là. Il était au travail. À l'hôpital, on m'a opéré. Une occlusion intestinale. Les médecins ont dit que j'avais eu de la chance. Encore quelques heures, et c'était trop tard. Je suis restée 5 jours à l'hôpital. Bastien est venu une fois. Il est resté 10 minutes. Il m'a embrassée sur le front. Il a dit « Repose-toi, maman. On s'occupe de tout. » Camille n'est jamais venue. Le jour de ma sortie, une infirmière m'a aidé à m'habiller. Elle m'a tendu un sac avec mes affaires. Elle m'a souri. « Vous avez quelqu'un pour venir vous chercher ?» J'ai dit oui. Mais je mentais. J'ai pris un taxi. J'ai donné l'adresse de ma maison. Mon cœur battait très fort. Je me disais « Peut-être que ça va s'arranger. Peut-être qu'ils vont être contents de me revoir. » Mais quand le taxi s'est arrêté devant le portail, j'ai su. J'ai su que rien ne serait plus jamais comme avant. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en revenant ce jour-là. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le-moi dans les commentaires. Le taxi s'est arrêté devant le portail. J'ai payé le chauffeur avec les quelques billets que j'avais dans mon sac. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber une pièce. Le chauffeur m'a regardé avec inquiétude. « Madame, vous êtes sûre que ça va aller? Vous voulez que j'attende ?» J'ai souri. Un sourire menteur. « Non, merci. Tout va bien. Ma famille est là. » Il est reparti. J'étais seule sur le trottoir, ma petite valise à la main. La même valise que j'avais emportée 5 jours plus tôt. La même valise que ma mère m'avait offerte pour mon voyage de noces, il y a 60 ans. J'ai poussé le portail. Il a grincé. Ce grincement que Henri voulait toujours réparer, mais qu'il oubliait. Ce grincement qui faisait partie de notre vie, de notre histoire. J'ai remonté l'allée lentement. Chaque pas me faisait mal. Les points de suture tiraient sous mon chemisier. Le médecin m'avait dit de ne pas porter de charge lourde. Mais personne n'était venu me chercher. Alors je portais ma valise moi-même. Arrivé devant la porte, j'ai cherché mes clés. Mes doigts fouillaient dans mon sac. Mon cœur battait fort. J'avais peur. Une peur sans nom. Une peur qui venait du ventre. Avant que je trouve mes clés, la porte s'est ouverte. Camille. Elle portait une robe blanche, impeccable. Ses cheveux étaient attachés. Elle avait l'air fraîche, reposée, comme quelqu'un qui n'a aucun souci. Elle m'a regardée, de haut en bas, comme on regarde quelque chose qui dérange. « Amélie. » Pas « bas, belle maman. » Pas « comment allez-vous ?» Juste « Amélie. » Froid, sec. « Bonjour Camille. Je suis rentrée. » Elle n'a pas bougé. Elle bloquait la porte. « Personne ne vous a appelé pour vous dire qu'on viendrait vous chercher ?»« Non. J'ai attendu, mais vous auriez dû attendre encore. On n'était pas prêts. »« Pas prêts. Pas prêts pourquoi ?» J'ai essayé de passer. Elle a tendu le bras, barrant le passage. « Attendez, Amélie. Il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est serré. « Camille, je suis fatiguée. Je voudrais juste monter me reposer. » Elle a secoué la tête. « Non, justement. C'est de ça qu'il faut qu'on parle. » Elle a regardé derrière elle, dans la maison, puis elle s'est retournée vers moi. Et là, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de dur, de décidé. « Amélie, pendant que vous étiez à l'hôpital, Bastien et moi, on a beaucoup réfléchi. » Mes jambes ont commencé à trembler. « On pense que ce n'est plus possible que vous viviez ici. Vous êtes malade. Vous avez besoin de soins. Cette maison est trop grande pour vous.
Vous ne pouvez plus l'entretenir. Mais je ne demande pas à l'entretenir. Je demande juste à y vivre. C'est ma maison, Camille. Son visage s'est durci. Votre maison? Vraiment? Elle a fait un pas vers moi. J'ai reculé instinctivement. Écoutez-moi bien, Amélie. Ça fait 3 ans qu'on vous supporte. 3 ans qu'on vit avec vous. 3 ans que je fais des efforts pour rester poli. Mais maintenant, ça suffit. Ma voix n'était plus qu'un murmure. Camille, s'il te plaît? Non, il n'y a plus de « s'il te plaît ». Vous allez prendre vos affaires et vous allez partir. On vous a trouvé une place dans une résidence. Les Jardins du Soleil. C'est très bien. Vous y serez bien mieux qu'ici. Les larmes me sont montées aux yeux. Bastien. Bastien est d'accord? Elle a souri. Un sourire cruel. Bastien fait ce que je lui dis de faire, Amélie. Il m'écoute, lui. Pas comme vous qui passez votre temps à vous plaindre et à nous pourrir la vie. Je ne me plains jamais. Vous êtes là, c'est déjà trop. Votre présence est un poids. Vous êtes un poids. Chaque mot était un coup. Chaque mot me transperçait. Alors maintenant, vous allez m'écouter. Elle a attrapé ma valise. Elle me l'a arrachée des mains. J'ai essayé de la retenir. Non, Camille, s'il te plaît. Elle a ouvert la valise. Et là, devant moi, elle l'a jetée sur le trottoir. Mes affaires se sont éparpillées. Ma chemise de nuit, mes médicaments, mes sous-vêtements, tout, sur le trottoir, comme des ordures. J'ai voulu ramasser, elle m'a repoussé, pas violemment, juste assez pour que je perde l'équilibre. Je suis tombée à genoux. La douleur dans mon ventre était insupportable. Cette maison n'est pas un hospice, Amélie, et je ne suis pas une infirmière. Sa voix était forte, métallique. Elle voulait que les voisins entendent. Elle voulait m'humilier jusqu'au bout. J'étais à genoux sur le trottoir. Mes mains tremblaient. Je ramassais mes affaires une à une. Mes larmes coulaient. Je ne pouvais plus les retenir. Camille, s'il te plaît, où veux-tu que j'aille? Elle s'est penchée vers moi. Ce n'est plus mon problème. Allez où vous voulez. Chez une amie. Dans un hôtel. Ou crever dans la rue, je m'en fiche. Mais vous ne rentrez plus ici. Elle est rentrée dans la maison. Ma maison. Et elle a claqué la porte. Je suis restée là, à genoux, sur le trottoir, devant ma propre maison. Le portail que j'avais franchi des milliers de fois, les rosiers que j'avais plantés, les fenêtres où j'avais accroché des rideaux. Tout était là, mais je n'y avais plus ma place. Je ne sais pas combien de temps je suis restée ainsi. Peut-être 5 minutes, peut-être 10. Le temps n'existait plus. Je ramassais mes affaires mécaniquement. Ma chemise de nuit blanche était sale, tachée, comme moi. Et puis, j'ai entendu une voiture qui s'arrêtait brutalement, une portière qui claquait, des pas rapides. Maman, Bastien, mon fils, il a couru vers moi. Il s'est agenouillé. Il a pris mes mains dans les siennes. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es par terre? Où sont tes affaires? Je ne pouvais plus parler. Les mots ne sortaient pas. Je pleurais. C'est tout ce que je pouvais faire. Il a regardé la valise ouverte, les vêtements éparpillés. Il a regardé la porte fermée, et j'ai vu son visage changer. Il s'est relevé. Il a marché vers la maison. Il a ouvert la porte d'un coup. « Camille !» Sa voix était terrible. Je ne l'avais jamais entendu crier comme ça. Je me suis levée, difficilement. J'ai avancé jusqu'à l'entrée. Camille était dans le salon. Elle s'est retournée. Elle a vu Bastien. Elle a essayé de sourire. « Ah, chérie, tu es rentrée tôt. Qu'est-ce que tu as fait? »« Quoi? Ma mère est sur le trottoir avec ses affaires, jetées comme des ordures. Qu'est-ce que tu as fait? » Camille a pâli. « Bastien, calme-toi. On en avait parlé. Tu étais d'accord. »« D'accord? D'accord pourquoi? Pour humilier ma mère devant toute la rue? Pour la jeter dehors comme un chien? Mais tu avais dit que... » « Je n'ai jamais dit ça. » Le silence est tombé, lourd, écrasant. Bastien tremblait, de colère, de honte, de douleur. Il s'est tourné vers Camille. Et ce qu'il a dit, je ne l'oublierai jamais. Cette maison, Camille, n'est pas la mienne. Elle n'est pas la tienne. Elle est à ma mère. Mon père l'a construite pour elle. Il y a mis toutes ses économies, tous ses rêves, et il l'a mise au nom de ma mère, uniquement au nom de ma mère. Camille a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Alors si quelqu'un doit partir, Camille, ce n'est pas ma mère, c'est nous. Il a fait un pas vers elle. Et si jamais tu oses encore lever la voix sur ma mère, si tu oses encore la toucher, la regarder de travers,
Tu sors, immédiatement. Tu as compris? Camille était blanche, ses lèvres tremblaient. Bastien, tu ne peux pas? Si, je peux, et je le ferai. Ma mère a sacrifié sa vie pour moi. Elle m'a élevée seule après la mort de mon père. Elle s'est privée pour que j'aie tout. Elle a tout donné, tout. Et toi, tu oses la traiter comme ça? Il s'est avancé encore. Camille a reculé. Alors maintenant, tu vas aller t'excuser. Tu vas ramasser chaque vêtement sur ce trottoir. Tu vas les laver, les repasser, et tu vas les remettre dans l'armoire de ma mère, dans sa chambre, dans sa maison. Camille me regardait. Ses yeux étaient remplis de haine, mais elle ne disait rien. Bastien s'est retourné vers moi. Il a pris mes mains. Il les a serrées fort. Pardon, maman. Pardon. Je ne savais pas. Je n'étais pas là. Mais je suis là maintenant. Et plus personne ne te fera de mal. Plus jamais. Il m'a serré dans ses bras. J'ai pleuré contre son épaule. Comme quand il était petit. Comme quand il tombait et que je le consolais. Mais cette fois, c'était lui qui me consolait. Camille est sortie. Elle a ramassé mes affaires. Lentement. En silence. Elle est passée devant nous sans nous regarder. Elle est montée dans ma chambre. Bastien m'a aidé à entrer. Il m'a installé dans le fauteuil du salon. Mon fauteuil. Celui que Camille avait fait disparaître. Il était revenu. Bastien l'avait sorti du garage. « Repose-toi, maman. Je m'occupe de tout. » Ce soir-là, Camille n'a pas dîné avec nous. Elle est restée dans leur chambre. Je l'entendais pleurer. Mais je ne ressentais rien pour elle. Ni pitié, ni colère. Juste du vide. Bastien m'a préparé une soupe. Il m'a aidé à la manger. Puis il m'a accompagné jusqu'à ma chambre. Il m'a bordé, comme je le bordais autrefois. « Dors, maman. Tu es chez toi. Tu seras toujours chez toi. » Il a fermé la porte doucement. Je suis restée dans le noir, les yeux ouverts, pensant à tout ce qui venait de se passer. Mon fils m'avait défendu. Mon fils m'avait choisi. Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas fini, que Camille ne pardonnerait jamais, et que la vraie bataille commençait maintenant. Les jours qui ont suivi ont été étranges, comme si la maison retenait son souffle, comme si les murs eux-mêmes attendaient la prochaine explosion. Camille ne me parlait plus, elle ne me regardait plus. Quand j'entrais dans une pièce, elle en sortait. Quand je descendais prendre mon petit déjeuner, elle montait. Nous étions deux fantômes qui s'évitaient dans le même espace. Bastien, lui, était aux petits soins. Il m'apportait mon café au lit. Il vérifiait que j'avais pris mes médicaments. Il s'asseyait avec moi le soir et me demandait comment j'allais. Vraiment comment j'allais. « Maman, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis, d'accord? N'hésite pas. » Je voyais dans ses yeux qu'il se sentait coupable. Coupable de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su, de m'avoir laissé souffrir si longtemps. « Bastien, ce n'est pas ta faute. Tu travaillais. Tu ne pouvais pas savoir. » Il a secoué la tête. « J'aurais dû voir, maman. J'aurais dû être là. » Mais le problème, voyez-vous, ce n'était pas qu'il n'avait pas été là. C'était qu'il avait été là. Il avait été là et il n'avait rien fait. Il avait vu Camille me retirer ma cuisine. Il avait vu mes photos disparaître. Il avait vu le fauteuil d'Henri jeté. Et il n'avait rien dit. Parce que c'était plus facile. Parce que Camille le rendait heureux. Parce qu'il voulait la paix. Mais je ne lui disais pas ça. Je ne voulais pas le blesser. Il était mon fils, mon seul enfant. Et il m'avait défendu quand j'en avais eu le plus besoin. Les nuits, j'entendais des murmures. Leur voix à travers le mur. Camille pleurait. Bastien parlait doucement. Parfois, elle criait. Pas fort, mais assez pour que je l'entende. « C'est elle ou moi, Bastien, tu dois choisir. » J'ai déjà choisi. Tu choisis une vieille femme contre ta propre épouse. Je choisis ma mère, celle qui m'a mise au monde, celle qui s'est sacrifiée pour moi. Et moi, et nous, et notre avenir. On va vivre comme ça toute notre vie, à trois, avec elle qui nous observe, qui nous juge. Elle ne nous juge pas. Bien sûr que si. Tu ne vois pas comment elle me regarde? Camille, arrête, s'il te plaît. Un silence. Puis sa voix à elle, plus basse, plus douce, plus manipulatrice. Bastien, je t'aime. Tu le sais. Mais je ne peux pas vivre comme ça. J'ai besoin de ma propre maison. De notre maison. À nous deux. Sans elle. Cette maison est à ma mère. Alors partons. Achetons notre propre maison. Laissons-la ici. Un long silence. Je ne peux pas la laisser seule, Camille. Elle vient d'être opérée. Elle a besoin de moi. Et moi, je n'ai pas besoin de toi?
Je n'ai pas entendu la réponse de Bastien, juste le bruit d'une porte qui claquait, puis des pas dans l'escalier, puis le silence. Le lendemain matin, Camille était d'une humeur glaciale. Elle préparait du café sans me proposer. Elle mangeait son toast en lisant son téléphone. Quand Bastien est descendu, elle lui a souri. Un sourire forcé. « Bonjour chérie ». Il l'a embrassée sur le front. Machinalement. Comme on embrasse par habitude, pas par amour. « Je dois partir tôt aujourd'hui. Réunion importante. »« D'accord ?» Il s'est tourné vers moi. « Maman, tu as besoin de quelque chose ?»« Non, mon chéri. Vas-y. » Il est parti. La porte s'est refermée. Et là, Camille m'a regardé. Vraiment regardé. Pour la première fois depuis des jours. « Vous êtes contente, Amélie ?» Je n'ai rien dit. « Vous avez réussi. Vous avez retourné mon mari contre moi. »« Camille, je n'ai rien fait. » Elle a ri. Un rire amer. « Vous n'avez rien fait? Vous jouez la victime, la pauvre vieille dame abandonnée, et tout le monde vous croit, tout le monde vous plaint. » Je ne joue rien, Camille. Bien sûr que si, vous manipulez Bastien depuis toujours. Vous l'avez élevé comme ça, pour qu'il vous soit dévoué, pour qu'il ne puisse jamais vous quitter. Ces mots me faisaient mal, pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils étaient tellement injustes. J'ai élevé mon fils avec amour. Je lui ai appris le respect, la reconnaissance, la famille. La culpabilité, vous voulez dire. Vous l'avez élevée dans la culpabilité. Elle s'est levée. Elle a jeté sa tasse dans l'évier. Elle s'est retournée vers moi. Mais ça ne durera pas, Amélie. Un jour, Bastien se réveillera. Un jour, il comprendra que vous êtes un poids, un boulet. Et ce jour-là, ce sera vous qui partirez. Elle est montée. J'ai entendu la douche couler. Puis elle est redescendue, habillée, maquillée, parfumée. Elle a pris son sac. Je sors. Je ne sais pas quand je rentrerai. Elle est partie. Je suis restée seule. Dans cette maison trop grande. Dans ce silence trop lourd. J'ai pensé à ce qu'elle avait dit. À cette accusation. Cette idée que j'avais élevé Bastien dans la culpabilité. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que j'avais fait ça? J'ai repensé à toutes ces années. Après la mort d'Henri. J'avais travaillé dur. J'avais été secrétaire dans un cabinet d'avocats. Je rentrais tard, fatiguée. Mais je préparais toujours le dîner. Je l'aidais toujours avec ses devoirs. Je ne me plaignais jamais. Jamais je ne lui avais dit « Regarde ce que je fais pour toi ». Jamais je ne lui avais fait sentir qu'il me devait quelque chose. Ou peut-être que si. Peut-être que sans le dire, je l'avais fait sentir. Peut-être que mon sacrifice silencieux avait été une forme de pression. Je ne savais plus. Les jours suivants, Camille sortait de plus en plus. Elle rentrait tard. Parfois, elle sentait le vin. Bastien ne disait rien. Il était de plus en plus silencieux, de plus en plus fatigué. Un soir, je l'ai trouvé dans le jardin. Il était assis sur le banc, celui qu'Henri avait construit. Il regardait les étoiles. Je me suis assise à côté de lui. « Bastien, ça va ?» Il a mis du temps à répondre. « Je ne sais pas, maman. Tu veux en parler ?» Il a soupiré. « Camille veut qu'on parte, qu'on achète notre propre maison. » Mon cœur s'est serré. « Et toi ? Qu'est-ce que tu veux ? » Je veux que tout le monde soit heureux. Mais je ne sais pas comment faire. Il s'est tourné vers moi. « Maman, je suis désolée. Désolée pour tout. Pour ce qu'elle t'a fait. Pour ne pas avoir vu. » Bastien. « Non, laisse-moi finir. J'ai été lâche. J'ai laissé Camille prendre le contrôle. J'ai laissé faire des choses que je savais être injustes. Parce que c'était plus facile. Parce que je ne voulais pas de conflit. » Il a baissé la tête. « Papa serait déçu de moi. » J'ai pris sa main. « Non, Bastien. Ton père serait fier de toi. Tu as défendu ta mère quand il le fallait. Tu as dit la vérité. Mais maintenant, je suis en train de perdre ma femme. Est-ce qu'elle en vaut la peine ?» Il m'a regardé, surpris par ma question. « Je veux dire, est-ce qu'elle te rend heureux? Vraiment heureux ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, dans un murmure, « Je ne sais plus. » Nous sommes restés là, assis côte à côte, dans le jardin que Henri avait dessiné, sous les étoiles qui brillaient comme elles brillaient quand Bastien était petit. Et j'ai compris quelque chose ce soir-là. J'ai compris que je ne pouvais pas rester. Pas comme ça. Pas dans cette tension permanente. Pas dans cette guerre silencieuse. Même si cette maison était la mienne. Même si j'avais le droit d'y être. Parce que mon fils était en train de se déchirer. Entre sa femme et sa mère. Entre son devoir et son désir. Et je ne voulais pas être la raison de sa souffrance. La semaine suivante, j'ai commencé à faire des recherches. Discrètement.
Sur mon vieil ordinateur, je cherchais des appartements, des petits studios, quelque chose que je pourrais louer avec ma pension. Je ne voulais pas partir loin, juste assez pour que Bastien ait sa vie, sa paix. Un après-midi, j'ai trouvé une annonce. Un studio au 5e étage, avec un balcon. Pas cher, dans le centre-ville. J'ai appelé. La propriétaire était une femme d'une 60aine d'années. Elle m'a dit que je pouvais visiter le lendemain. J'y suis allée, en bus, toute seule. Le studio était petit, très petit. Une pièce, une kitchenette, une salle de bain minuscule. Mais il était propre, lumineux. Et du balcon, on voyait les toits de la ville. « Il vous plaît ?» a demandé la propriétaire. J'ai regardé autour de moi. J'ai pensé à ma maison, à mes 40 ans de souvenirs, à mon jardin, à mon parquet ciré. Et j'ai dit « oui, je le prends ». Ce soir-là, je n'ai rien dit à Bastien. Je ne savais pas comment lui annoncer. Je ne savais pas comment lui expliquer que je partais. Pas parce qu'on me chassait, mais parce que je choisissais de partir. Parce que parfois, l'amour, c'est savoir s'effacer. Mais avant de partir, il y avait une chose que je devais faire. Une dernière chose. Pour Henri. Pour moi. Pour tout ce que nous avions construit. Il y a des objets qui contiennent toute une vie. Des objets qu'on garde précieusement, même si personne ne les voit, même si personne ne comprend pourquoi ils comptent tant. Pour moi, c'était une boîte. Une vieille boîte en bois que Henri avait fabriquée de ses mains. Elle était dans mon armoire, tout en haut, derrière les couvertures d'hiver. Dedans, il y avait tout. Nos lettres d'amour, les dessins de Bastien quand il était petit, la photo de notre mariage, le plan original de la maison, dessiné par Henri, l'acte de propriété. Et surtout, une lettre que Henri m'avait écrite avant de mourir. Je ne l'avais jamais montrée à personne, même pas à Bastien. Ce matin-là, je me suis levée tôt, avant Bastien, avant Camille. Le soleil se levait à peine. La maison était silencieuse, paisible. J'ai monté sur une chaise pour attraper la boîte. Mes mains tremblaient, mes genoux aussi. Mais j'y suis arrivée. Je l'ai descendue. Je l'ai posée sur mon lit. Je l'ai ouverte lentement. L'odeur du bois ancien. L'odeur du temps. L'odeur d'Henri. J'ai sorti la lettre. Elle était dans une enveloppe jaunie. Mon nom écrit dessus, de son écriture penchée. Pour Amélie, mon amour. À lire après. Après. Il n'avait pas écrit après ma mort. Juste après. Comme s'il n'avait pas pu prononcer ces mots-là. Je l'avais lu une seule fois, le jour de son enterrement, seule dans notre chambre, et je n'avais plus jamais osé la rouvrir. Trop douloureux. Mais ce matin-là, j'ai senti que je devais, que j'en avais besoin. J'ai déplié la feuille. L'encre avait un peu pâli, mais les mots étaient toujours là, vivants. Ma chère Amélie, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là, c'est que mon cœur a fini par lâcher. Tu sais qu'il était fatigué. Tu sais que j'ai essayé de tenir encore. Pour toi, pour Bastien, pour cette maison que j'ai construite pour vous. Je veux que tu saches quelque chose. Cette maison, ce n'est pas juste des murs et un toit. C'est ma promesse de t'aimer pour toujours, de te protéger pour toujours. Elle est à toi, Amélie, uniquement à toi. J'ai tout mis en ordre. Les papiers sont dans le tiroir de mon bureau. L'acte est à ton nom, rien qu'au tien. Quoi qu'il arrive, ne laisse personne te prendre cette maison. C'est ton refuge, ton sanctuaire, ta sécurité. Bastien est un bon garçon. Je sais qu'il prendra soin de toi. Mais parfois, les enfants grandissent et oublient. Ils construisent leur propre vie. C'est normal, c'est bien. Alors cette maison, c'est ma façon de veiller sur toi quand je ne serai plus là. Je t'aime, Amélie. Je t'ai toujours aimée. Depuis le jour où je t'ai vue dans ce café, avec ton chapeau bleu et ton sourire timide, tu étais la plus belle chose que j'avais jamais vue. Sois forte, sois heureuse. Et souviens-toi que je suis toujours là, dans chaque pierre de cette maison, dans chaque arbre de ce jardin, dans chaque rayon de soleil qui entre par les fenêtres, pour toujours tienne, Henri. J'ai pleuré, longtemps, en silence. Les mots d'Henri résonnaient dans ma tête. Ne laisse personne te prendre cette maison. Mais justement, je ne la laissais pas me prendre. Je choisissais de partir. Pour mon fils, pour sa paix. Est-ce qu'Henri comprendrait? Est-ce qu'il me pardonnerait? J'ai replié la lettre. Je l'ai remise dans l'enveloppe. Et j'ai pris une décision. Je devais montrer cette lettre à Bastien. Il devait savoir. Il devait comprendre ce que son père avait voulu. J'ai attendu le soir. Camille était sortie. Encore.
Elle sortait presque tous les soirs maintenant. Je ne savais pas où elle allait. Bastien non plus, je crois. Il était dans le salon, fatigué. Il regardait la télévision sans vraiment la regarder. Je me suis assise à côté de lui. J'ai posé la boîte sur la table basse. « Bastien, il faut que je te parle. » Il a éteint la télévision. Il s'est tourné vers moi. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» J'ai ouvert la boîte. J'ai sorti la lettre. « Ton père m'a écrit ça avant de mourir. Je ne te l'ai jamais montré. Mais je pense qu'il est temps. » Il a pris la lettre. Il l'a lue, lentement. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Papa !» Sa voix s'est brisée. Il a serré la lettre contre lui, comme s'il serrait son père. « Je ne savais pas qu'il t'avait écrit ça. Il voulait me protéger, Bastien. Même après sa mort. » Bastien a essuyé ses larmes. « Maman, cette maison, elle est à toi. Papa avait raison. Tu ne dois jamais partir. » J'ai pris sa main. « Bastien, écoute-moi. J'ai quelque chose à te dire. » Il m'a regardé, inquiet. « J'ai trouvé un studio, en ville. Je l'ai loué. Je pars à la fin du mois. » Le silence, un silence terrible. « Quoi ? » ?»« Je pars, mon chéri. »« Non, non, maman. Tu ne peux pas. C'est ta maison. Justement, c'est ma maison. Et je décide d'en partir. » « Mais pourquoi ? À cause de Camille ? Je t'ai dit que... » « Ce n'est pas à cause de Camille. C'est à cause de toi. » Il a froncé les sourcils. « De moi ? Tu es malheureux, Bastien. Je le vois. Tu es déchiré entre ta femme et ta mère. Tu ne dors plus. Tu ne souris plus. Tu es en train de te consumer. Maman, non, laisse-moi finir. Je ne veux pas être la raison de ton malheur. Je ne veux pas que tu passes ta vie à choisir entre nous. Ce n'est pas juste, ni pour toi, ni pour moi. » Des larmes coulaient sur ses joues. « Mais je ne veux pas que tu partes. Je ne pars pas loin. Je serai à 20 minutes d'ici. Tu pourras venir me voir quand tu veux. On déjeunera ensemble. On se promènera. Mais tu auras ton espace, ta paix, ta vie. Et toi, tu auras quoi ? » J'ai souri, un sourire triste. « Ma dignité, Bastien, ma liberté et la certitude que mon fils est heureux. » Il a secoué la tête. « Je ne serai pas heureux si tu pars. Tu le seras. Peut-être pas tout de suite, mais un jour, tu comprendras que c'était la meilleure chose à faire. » Il m'a serré dans ses bras, fort, comme s'il ne voulait jamais me lâcher. « Je suis désolée, maman, tellement désolée. Tu n'as rien à te reprocher, mon chéri. Tu as été le meilleur des fils. Nous sommes restés ainsi longtemps, jusqu'à ce que la porte d'entrée s'ouvre. Camille, elle est entrée dans le salon. Elle nous a vus. Elle a vu la boîte, les lettres, les photos. Qu'est-ce qui se passe ? » Bastien s'est levé. Il a essuyé ses yeux. « Ma mère part. » Camille a écarquillé les yeux. « Elle part ? » ?»« Oui, elle a trouvé un appartement. Elle déménage à la fin du mois. » J'ai vu passer quelque chose dans le regard de Camille. Un éclair. De la joie ? Du triomphe ? Je ne sais pas. Mais elle s'est vite reprise. Elle a pris un air inquiet. « Oh, Amélie, vous êtes sûre ? Vous allez être toute seule. » Je me suis levée. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Oui, Camille, je serai seule. Mais j'ai été seule ici aussi. Alors autant être seule chez moi, dans un endroit où je ne gêne personne. » Elle a baissé les yeux. « Vous avez gagné, Camille. Vous avez la maison, vous avez mon fils, vous avez tout. » Amélie, Non, laissez-moi finir. Vous avez tout, mais vous n'avez pas mon respect. Et vous ne l'aurez jamais. J'ai pris ma boîte. Je suis montée dans ma chambre. Derrière moi, j'ai entendu Bastien dire à Camille « Es-tu heureuse maintenant ?» Et sa réponse faible « Je ne sais pas. » Les 2 semaines suivantes, j'ai fait mes cartons. Discrètement. Je n'ai pris que l'essentiel. Mes vêtements, mes photos, ma boîte, la chemise de nuit blanche de ma mère que j'avais lavée et repassée moi-même. Bastien m'a aidé. Il ne parlait presque pas. Il portait mes cartons en silence, les larmes aux yeux. Camille, elle, évitait de me croiser. Elle sortait encore plus. Elle rentrait encore plus tard. Le jour du déménagement, Bastien a loué une petite camionnette. Il a tout chargé. Mes quelques meubles, mes cartons, ma vie. Avant de partir, je suis restée un moment sur le seuil. J'ai regardé la maison une dernière fois. Le salon où j'avais fêté tous mes anniversaires. La cuisine où j'avais cuisiné des milliers de repas. L'escalier où Bastien avait fait ses premiers pas. J'ai regardé le jardin. Le cerisier que Henri avait planté, le banc qu'il avait construit, les rosiers que j'avais soignés pendant 40 ans, et j'ai dit au revoir, pas à la maison, à Henri, à cette vie,
à cette femme que j'avais été. Bastien m'a conduite à mon nouveau studio. Il a monté tous les cartons. Il a monté mes meubles. Il a tout installé. Puis il s'est assis sur mon lit. Il m'a regardé. « Maman, tu es sûre ?»« Oui, mon chéri, je suis sûre. » Il est parti le soir. Il m'a embrassé longuement. Il m'a dit « Je viendrai te voir demain. » D'accord. La porte s'est refermée. J'étais seule. Dans mon petit studio, au 5e étage, avec vue sur les toits. Je me suis assise sur mon lit. J'ai regardé autour de moi. C'était petit, c'était vide, c'était silencieux, mais c'était à moi. Et pour la première fois depuis des années, j'ai respiré. Les premiers jours dans mon studio ont été étranges. Je me réveillais en cherchant mes repères. Le bruit de la rue remplaçait le chant des oiseaux du jardin. La lumière tombait différemment. L'espace était si petit que je pouvais toucher tous les murs sans bouger. Mais il y avait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le calme. Personne ne me jugeait. Personne ne soupirait quand j'entrais dans une pièce. Personne ne jetait mes affaires. Personne ne me faisait sentir que j'étais de trop. J'étais seule, mais j'étais libre. Les premiers matins, je prenais mon café sur le balcon. Je regardais la ville se réveiller, les gens qui partaient travailler, les enfants qui allaient à l'école, la vie qui continuait. Et moi aussi, je continuais. J'ai commencé à m'organiser. J'ai accroché mes photos, celles de mon mariage, celles de Bastien enfant, celles d'Henri devant notre maison. Je les ai mises bien en évidence. Personne ne me dirait qu'elles faisaient vieillot. C'était mon histoire, ma vie, mon droit de me souvenir. J'ai sorti ma chemise de nuit blanche. Je l'ai pliée soigneusement dans mon tiroir, à côté de mes autres vêtements. Elle n'était plus cachée au fond d'un carton. Elle avait retrouvé sa place. La première semaine, Bastien est venu tous les jours. Il apportait des courses. Il vérifiait que tout allait bien. Il s'asseyait avec moi et nous buvions du thé. « Maman, tu es sûre que tu ne manques de rien ?»« Non, mon chéri, j'ai tout ce qu'il me faut. » Il regardait autour de lui avec une tristesse dans les yeux. « C'est petit, ici. C'est parfait pour moi. Et tu ne t'ennuies pas ?» J'ai souri. « Tu sais, Bastien, quand on a passé 3 ans à se sentir invisible dans sa propre maison, être seul dans 30 mètres carrés, c'est presque des vacances. » Il a baissé la tête. La culpabilité. Toujours la culpabilité. « Arrête de culpabiliser, mon chéri. Regarde-moi. Je vais bien. Vraiment. » Et c'était vrai. Je commençais à aller bien. La 2e semaine, j'ai rencontré ma voisine de palier. Elle s'appelait Marguerite. Elle avait 75 ans. Une femme élégante, aux cheveux blancs coupés courts, avec un rire franc. « Vous êtes nouvelle ?» m'a-t-elle demandé alors que nous nous croisions dans le couloir. « Oui, je viens d'emménager. »« Bienvenue. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste à côté. Porte 18. » Elle m'a invité à prendre le thé chez elle. Son appartement était rempli de livres, de plantes, de vie. Nous avons parlé pendant des heures. Elle aussi était veuve. Elle aussi avait quitté sa maison. Mais pour d'autres raisons. Elle voulait être libre, voyager, vivre sans attache. À notre âge, Amélie, on n'a plus le temps de faire semblant. On n'a plus le temps de vivre pour les autres. Il faut vivre pour soi. Ces mots résonnaient en moi. Vivre pour soi. Pendant 40 ans, j'avais vécu pour Henri, puis pour Bastien, puis pour ne pas déranger Camille. Et maintenant, je vivais pour moi. Marguerite m'a présenté à d'autres voisins. Monsieur Leclerc, au 4e, qui organisait des parties de belote tous les jeudis. Madame Fontaine, au 3e, qui faisait du bénévolat à la bibliothèque municipale. « Vous devriez venir avec moi, Amélie. On cherche toujours des bénévoles pour la lecture aux enfants. » J'ai accepté. Pourquoi pas? J'avais du temps. Et j'aimais les enfants. Tous les mardis et vendredis après-midi, j'allais à la bibliothèque. Je lisais des histoires aux petits. Ils s'asseyaient autour de moi, les yeux grands ouverts. Ils écoutaient, ils riaient, ils me posèrent des questions. J'existais à nouveau. Bastien venait toujours, mais moins souvent, 1 fois par semaine, puis 1 fois toutes les 2 semaines. Pas parce qu'il m'oubliait, mais parce qu'il voyait que j'allais bien, que je n'avais plus besoin qu'on me surveille, qu'on me protège. Un jour, il est venu avec des valises sous les yeux. Il avait maigri, il avait l'air épuisé. « Bastien, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'est assis. Il a mis sa tête entre ses mains. Camille et moi, ça ne va pas. Mon cœur s'est serré. Pas de joie, pas de satisfaction, juste de la tristesse. Pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tu es partie, elle est différente. Elle sort tout le temps.
Elle ne me parle presque plus. Quand je lui demande où elle va, elle me dit que ce ne sont pas mes affaires. Il a levé les yeux vers moi. Maman, je crois qu'elle me trompe. Le silence. Tu en es sûre? Non. Mais les signes sont là. Les appels qu'elle coupe quand j'arrive. Les parfums que je ne reconnais pas. Les retours tard le soir. Il a essuyé ses yeux. Et le pire, c'est que je ne sais même pas si ça me fait quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne sais pas si je l'aime encore. Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment aimé. Peut-être que j'étais juste fatiguée d'être seule. Il m'a regardée. Après la mort de papa, tu ne t'es jamais remise avec quelqu'un. Pourquoi? J'ai réfléchi. Parce que personne n'aurait pu remplacer ton père. Et parce que je ne voulais pas aimer par peur de la solitude. Je voulais aimer par choix. Vraiment. Et Camille? Ce n'était pas un vrai choix. Seul toi peux répondre à ça, mon chéri. Il est reparti ce soir-là avec plus de questions que de réponses. Mais au moins, il commençait à se les poser. Les semaines ont passé. L'automne est arrivé. Les feuilles tombaient sur les toits que je voyais de mon balcon. Le vent devenait frais. Je mettais un châle sur mes épaules et je buvais mon thé en regardant le ciel changer de couleur. Un jour, Bastien m'a appelé. Sa voix tremblait. « Maman, je peux venir ?»« Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? Je préfère te le dire en face. » 1 heure plus tard, il était là, pâle, défait. Camille est partie. J'ai écarquillé les yeux. Partie? Comment ça, partie? Elle a fait ses valises. Elle m'a dit qu'elle étouffait, que cette maison était une prison, que je l'avais toujours fait passer après toi, que je n'étais pas un homme. Sa voix s'est brisée. Elle m'a dit que j'étais faible, que j'étais pathétique, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux. Oh, Bastien, elle a pris toutes ses affaires, elle a vidé notre compte joint, et elle est partie, comme ça, sans se retourner. Il a pleuré, longtemps, dans mes bras, et moi, je l'ai consolé, comme je l'ai toujours consolé. Maman, j'ai tout gâché. Non, mon chéri, tu n'as rien gâché. J'aurais dû t'écouter, j'aurais dû voir qui elle était vraiment. On voit ce qu'on veut voir, Bastien. Surtout quand on a peur d'être seul. Il est resté toute la soirée. Nous avons parlé. De Camille, de lui, de nous, de la vie. À un moment, il m'a dit « Maman, tu avais raison de partir. Si tu étais restée, on se serait entre-déchiré. Et maintenant, elle serait partie quand même. Mais toi, tu aurais perdu ta dignité. » J'ai pris sa main. Tu sais, Bastien, il y a une chose que la vie m'a apprise. On ne peut pas contrôler ce que les autres font. On ne peut contrôler que notre propre comportement. J'ai choisi de partir avec ma tête haute, de garder mon respect de moi-même. Et je ne regrette rien. Tu ne m'en veux pas, de ne pas t'avoir défendu plus tôt? Non, mon chéri, tu m'as défendu quand il le fallait. Le jour où elle m'a jeté dehors, ce jour-là, tu as été mon héros. Il a souri, un petit sourire triste. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon chéri. Il est reparti tard dans la nuit. J'ai regardé par la fenêtre. Il est monté dans sa voiture. Il est resté assis un moment. Puis, il a démarré. Je suis restée sur mon balcon. Le vent soufflait. Les étoiles brillaient. Et j'ai pensé à Camille, partie, avec un autre homme, avec l'argent de mon fils, sans remords. Pendant un instant, très bref, j'ai senti de la colère, de la rage même. Mais ensuite, quelque chose d'étrange m'est venu, quelque chose que je n'attendais pas, de la pitié. Pitié pour cette femme qui ne comprendrait jamais ce qu'était l'amour véritable, qui passerait sa vie à chercher le bonheur dans les mauvais endroits, qui finirait seule, vraiment seule. Car il y a 2 types de solitude, celle qu'on choisit, celle qui nous donne la paix, et celle qu'on mérite, celle qui nous dévore. Camille connaîtrait la seconde. J'en étais certaine. La vie a une mémoire, elle garde tout, les mensonges, les trahisons, les cruautés. Et un jour, elle présente la facture. Toujours. 2 ans ont passé. 2 ans pendant lesquels j'ai vécu dans mon petit studio. 2 ans pendant lesquels j'ai appris à être Amélie. Pas la femme d'Henri, pas la mère de Bastien, pas la belle-mère de Camille. Juste Amélie. J'avais 84 ans maintenant. Mes cheveux étaient complètement blancs. Mes rides s'étaient creusées. Mais mes yeux brillaient. Pour la première fois depuis longtemps, ils brillaient. Bastien allait bien. Après le départ de Camille, il avait traversé une période difficile. Le divorce avait été long, compliqué. Camille avait tout réclamé. La moitié de la maison, la moitié de ses économies, même des choses qui ne lui appartenaient pas.
Mais Bastien avait tenu bon. Il avait refusé de lui donner la maison. C'est la maison de maman. Papa l'a construite pour elle. Camille n'y touchera pas. Le juge lui avait donné raison. L'acte de propriété était clair. La maison m'appartenait, à moi seule. Camille avait obtenu de l'argent, beaucoup d'argent, et elle était partie avec son nouvel amant. Un homme plus jeune qu'elle, paraît-il. Un homme qui lui promettait la lune. Bastien ne parlait plus d'elle. Il avait tourné la page. Il s'était concentré sur son travail, sur ses amis, sur lui-même. Il venait me voir tous les dimanches. Nous déjeunions ensemble, nous nous promenions dans le parc, nous riions, nous parlions de tout et de rien. Il avait retrouvé sa lumière, son sourire. « Maman, je suis désolée pour toutes ces années perdues. Elles n'ont pas été perdues, Bastien. Elles t'ont appris qui tu es. Tu as raison. Et maintenant, je sais. Moi, j'avais trouvé ma routine, ma paix. La bibliothèque 3 fois par semaine. Le thé avec Marguerite tous les jeudis. Les parties de belote avec Monsieur Leclerc le vendredi soir. J'avais même commencé à écrire. Mes souvenirs, mon histoire, celle que vous écoutez en ce moment. Parce que j'avais compris quelque chose. Les histoires doivent être racontées. Pour qu'elles servent, pour qu'elles guident, pour qu'une autre femme, quelque part, sache qu'elle n'est pas seule. Et puis un jour, j'ai revu Camille. C'était un mardi après-midi. J'étais à l'hôpital. Pas pour moi, pour Marguerite. Elle avait eu un malaise et je l'accompagnais pour des examens. Je marchais dans le couloir, cherchant la salle d'attente, quand je l'ai vue. Elle était assise sur un banc, seule, les cheveux détachés, pas maquillée. Elle portait un vieux manteau gris. Elle avait vieilli, beaucoup. En 2 ans, elle semblait avoir pris 10 ans. Ses yeux étaient cernés, ses joues creuses. Elle fixait le vide. Mon cœur s'est arrêté. Pas de peur, pas de colère. Juste la surprise. J'ai hésité. Devais-je partir, faire semblant de ne pas l'avoir vue? Mais elle a levé les yeux. Elle m'a vue. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. J'ai vu passer tellement de choses dans ses yeux. De la honte, de la colère, de la douleur. Elle a détourné le regard la première. J'aurais pu continuer mon chemin. J'aurais dû. Mais quelque chose en moi m'a poussé à m'approcher. Camille. Elle n'a pas répondu. Elle fixait le sol. Je me suis assise à côté d'elle. Pas trop près. Juste à une distance respectueuse. « Tu vas bien ?» Un rire amer. « Est-ce que j'en ai l'air ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a serré ses mains sur ses genoux. Ses mains qui tremblaient. Tout s'est passé. Elle a respiré profondément. L'homme avec qui je suis partie, il m'a laissé. Il a pris mon argent et il est parti avec une autre, plus jeune, plus jolie, plus facile à manipuler. Elle a ri, un rire sans joie. Drôle, non? J'ai fait exactement ce que j'ai fait à Bastien, et la vie me l'a rendu. Camille? Non, laissez-moi finir. Vous avez gagné le droit d'entendre ça. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux étaient rouges. Après son départ, je me suis retrouvée sans rien. Sans argent, sans maison, sans amis, parce que tous mes soi-disant amis étaient là pour le bon temps, pas pour les moments difficiles. J'ai dû trouver du travail, mais à 42 ans, sans expérience récente, personne ne voulait de moi. J'ai fini serveuse dans un café. Moi qui regardais de haut les serveuses. Elle a baissé la tête. Et puis je suis tombée malade. Burn-out, ils ont dit. Dépression, anxiété. J'ai perdu mon travail, mon petit appartement. J'ai dû retourner vivre chez ma mère, à 42 ans. Le silence, lourd. Ma mère, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit « Tu as traité la mère de Bastien comme une moins que rien. Maintenant, c'est toi la moins que rien. » C'est ça, le karma. Elle a essuyé ses yeux. Je suis venue ici aujourd'hui parce que ma mère est malade. Cancer, stade avancé. Et je dois m'en occuper. Moi qui n'ai jamais pris soin de personne. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Vous saviez? Vous saviez que ça finirait comme ça. Non, Camille, je ne savais rien. Mais vous l'espériez. J'ai réfléchi. Honnêtement. Non, je ne l'espérais pas. Je ne t'ai jamais souhaité de mal. Même après tout ce que tu m'as fait. Pourquoi? Parce que souhaiter le malheur aux autres, c'est se faire du mal à soi-même. C'est s'empoisonner l'âme. Elle a secoué la tête. Vous êtes meilleur que moi. Vous l'avez toujours été. Je ne suis pas meilleur. J'ai juste compris quelque chose plus tôt. Quoi? Que la vie nous rend toujours ce qu'on lui donne. Si on donne de la cruauté, on reçoit de la cruauté. Si on donne de l'amour, on reçoit de l'amour. Ce n'est pas de la magie,
C'est juste la vie. Camille a pleuré. Des larmes silencieuses. Je suis désolée, Amélie. Pour tout, pour ce que je vous ai fait, pour la façon dont je vous ai traité. Je sais. Vous me pardonnez? J'ai respiré. Je t'ai pardonné il y a longtemps, Camille. Pas pour toi, pour moi. Parce que garder de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Elle a hoché la tête. Elle ne disait plus rien. « Comment va Bastien » a-t-elle demandé après un long silence. « Il va bien. Il est heureux. Il a quelqu'un » ? Non, pas encore. Mais il prend son temps. Il apprend à se connaître, à s'aimer. Dites-lui que je suis désolée. Tu peux le lui dire toi-même. Elle a secoué la tête. Non, je n'ai pas ce droit. Je lui ai fait trop de mal. Une infirmière est passée. Madame Dubois, c'est à vous. Camille s'est levée. Elle était si petite, si fragile. Cette femme qui m'avait terrifiée. Cette femme qui avait régné sur ma maison comme une tyran. Elle n'était plus qu'une femme brisée, seule, perdue. Amélie, oui, vous aviez raison. Pour tout, la dignité, la famille, l'amour, tout. Elle est partie. J'ai regardé sa silhouette disparaître au bout du couloir. Et vous savez ce que j'ai ressenti? Pas de la joie, pas de satisfaction, pas de victoire, juste de la tristesse. Une tristesse immense pour cette femme qui avait tout gâché, qui avait eu une chance d'avoir une vraie famille, un mari aimant, une belle-mère qui aurait pu l'aimer comme sa propre fille, mais qui avait choisi l'égoïsme, la cruauté, la manipulation, et qui maintenant payait le prix. Ce soir-là, j'ai raconté tout ça à Bastien. Il est resté silencieux longtemps. « Maman, tu crois qu'elle a vraiment changé ? Je ne sais pas, mon chéri. Peut-être, peut-être pas. Mais ce n'est plus notre problème. Elle doit faire son propre chemin. Je ne ressens rien pour elle, ni pitié, ni colère. Juste du vide. C'est normal. Elle t'a fait du mal, beaucoup de mal. Mais toi, tu lui as pardonné. Oui, comment tu fais ? J'ai pris sa main. Parce que le pardon, Bastien, ce n'est pas pour l'autre. C'est pour soi. C'est se libérer du poids, de la colère, de la haine. C'est choisir la paix plutôt que la guerre intérieure. Il a hoché la tête. Tu es sage, maman. Non, je suis juste vieille. Et j'ai compris que la vie est trop courte pour la gaspiller dans la rancune. Nous sommes restés assis en silence, regardant le coucher de soleil depuis mon balcon. Et j'ai pensé à cette phrase que ma mère me disait toujours. Ce que tu fais aux autres te revient toujours, tôt ou tard. Elle avait raison. Camille m'avait traité comme une moins que rien. Elle m'avait jeté dehors, humiliée, brisée. Et maintenant, c'était elle qui était brisée, seule, sans rien. Non pas parce que je l'avais souhaité, mais parce que la vie avait fait son travail. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Toujours. Aujourd'hui, j'ai 84 ans. Je suis assise sur mon balcon, une tasse de thé à la main. Le soleil se couche sur les toits de la ville. Les oiseaux chantent leur dernière chanson du jour. Le vent est doux. Je regarde cette vie que j'ai construite. Ce petit studio qui est devenu mon sanctuaire. Ces photos sur mes murs qui racontent mon histoire. Cette chemise de nuit blanche, pliée dans mon tiroir, qui me rappelle d'où je viens. Et je me dis que j'ai eu de la chance. Oui, de la chance. Pas parce que tout a été facile. Pas parce que je n'ai pas souffert. Mais parce que j'ai appris. J'ai appris qu'on ne peut pas contrôler les autres. On ne peut contrôler que soi-même. Nos réactions, nos choix, notre dignité. J'ai appris que la vraie force, ce n'est pas de crier plus fort. C'est de savoir se taire au bon moment. De savoir partir avec grâce plutôt que de rester dans la guerre. J'ai appris que l'amour véritable, ce n'est pas s'accrocher. C'est savoir lâcher prise, donner de l'espace, faire confiance. J'ai appris que le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force qu'on puisse avoir, parce qu'il nous libère, il nous guérit. Et j'ai appris que la vie, cette vie mystérieuse et imprévisible, a sa propre justice. Elle garde tout en mémoire, les bons gestes, les mauvais, et elle finit toujours, toujours, par rendre à chacun ce qu'il mérite. Ce matin, Bastien est venu avec un bouquet de roses, les mêmes roses que celles que Henri plantait dans notre jardin. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » Il s'est assis. Il avait l'air nerveux, mais heureux. J'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur s'est réchauffé. C'est vrai? Oui, elle s'appelle Claire. Elle est professeure. Elle est douce, gentille. Elle me fait rire. Et elle sait qui tu es? Il a souri. Oui,
Je lui ai tout raconté. Camille, toi, notre histoire. Et tu sais ce qu'elle a dit? Quoi? Elle a dit, ta mère a l'air d'être une femme extraordinaire. J'aimerais beaucoup la rencontrer. Mes yeux se sont remplis de larmes, des larmes de joie. J'aimerais beaucoup la rencontrer aussi. Elle viendra dimanche prochain, si tu es d'accord. Bien sûr que je suis d'accord. Il m'a serré dans ses bras. Merci, maman. Pour tout. Pour m'avoir élevé. Pour m'avoir appris ce qui compte vraiment. Pour m'avoir montré ce qu'est la dignité. Tu n'as pas à me remercier, Bastien. C'est moi qui te remercie. Pour être l'homme que tu es devenu. Il est parti en fin d'après-midi. Et je suis restée sur mon balcon, comme maintenant, regardant la ville s'endormir. Je pense à toutes les femmes qui m'écoutent. Toutes ces femmes qui se sentent invisibles, qui se sentent de trop dans leur propre vie, qui supportent en silence les humiliations, les mépris, les petites cruautés quotidiennes. Je veux leur dire quelque chose. Je veux leur dire que ce n'est pas normal, que personne n'a le droit de vous faire sentir moins que ce que vous êtes, que vous avez de la valeur, que vous méritez le respect, l'amour, la dignité. Je veux leur dire que partir, ce n'est pas abandonner, c'est se choisir. C'est refuser de laisser quelqu'un éteindre votre lumière. Je veux leur dire que le pardon est possible, mais qu'il ne signifie pas oublier, ni accepter. Il signifie se libérer, avancer, vivre. Je veux leur dire que la vie est courte, si courte, qu'on n'a pas le temps de la gaspiller à essayer de plaire à ceux qui ne nous aiment pas, à nous faire petites pour que les autres se sentent grands. Je veux leur dire qu'à 84 ans, j'ai enfin compris l'essentiel. On ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi-même. On peut choisir la paix plutôt que la guerre, la dignité plutôt que la vengeance, l'amour de soi plutôt que l'acceptation d'autrui à tout prix. Et surtout, je veux leur dire qu'il n'est jamais trop tard. Jamais. À 82 ans, j'ai recommencé ma vie. J'ai quitté ma maison, mes souvenirs, mon confort, et j'ai trouvé quelque chose de plus précieux, ma liberté. Si j'ai pu le faire à mon âge, vous le pouvez aussi. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation. Il suffit d'un pas, un seul, le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Le pas qui dit « Je vaux mieux que ça, je mérite mieux que ça, et je choisis moi ». Dimanche dernier, Bastien m'a emmené à la maison, notre maison, celle que Henri a construite. Je n'y étais pas retournée depuis 2 ans. Rien n'avait changé. Le cerisier avait grandi. Les rosiers étaient en fleurs. Le banc était toujours là, sous l'arbre. Elle est toujours à toi, maman. Si tu veux revenir, j'ai secoué la tête. Non, mon chéri, cette maison appartient au passé, à ce que j'étais, pas à ce que je suis devenue. Tu es sûr? Oui, mais tu peux faire quelque chose pour moi. Tout ce que tu veux. Vis-y, avec Claire. Remplis-la de rire. D'enfants, peut-être. De vie. Fais-en ce qu'elle était censée être, un foyer d'amour. Il a pleuré. Papa serait fier de toi. Papa est fier de nous deux. J'en suis certaine. Nous sommes restés assis sur le banc, regardant le jardin, écoutant les oiseaux, respirant l'odeur des roses, et j'ai compris que j'avais fait la paix, avec mon passé, avec mes choix, avec ma vie. Henri m'avait donné cette maison pour me protéger. Mais finalement, ce qui m'a vraiment protégée, ce n'était pas les murs, c'était ce qu'il m'avait appris, l'amour véritable, le respect, la dignité, et ça, personne ne pouvait me l'enlever. Alors voilà, c'est mon histoire. L'histoire d'une femme de 84 ans qui a appris, tard dans sa vie, qu'elle avait le droit d'exister, de prendre de la place, de dire non. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à retrouver sa force, à se choisir, alors tout cela aura eu un sens. Chaque cicatrice, chaque larme, chaque nuit blanche, tout aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, vous êtes précieuse, vous êtes forte, vous êtes digne. Et la vie, cette vie mystérieuse, finit toujours par rendre justice. Toujours. À très bientôt.